17h07 sur France Inter, c'est par Jupiter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Alexis de Meyer. Vous êtes en week-end là, oui, déjà, exactement, ça fait bien plaisir. Donc. Oh là là. Bon ben écoutez-nous, hein. Nous c'est dans 1 heure. Allez, bon courage. Merci. Salut Alex. Salut Charline. Mais qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Eh ben viens, on va jouer au docteur. Enfin c'est pas notre relation. Non, Alex. on va pas au docteur comme ça, au vrai docteur. D'accord. Non mais Alex, c'est pas parce qu'on est au mois de juin. Je veux dire, on a encore une semaine Justement, à tenir. autant prendre soin l'un de l'autre. Allez Charline, je vais Oui. t'ausculter. Mais enfin, je suis pas là pour assouvir tes fantasmes, hein. Bah, j'ai lu le livre de notre invitée. Oui, la philosophe Cynthia Fleury. Voilà, et psychanalyste, elle travaille dans les hôpitaux et c'est ce que c'est le soin, elle. Ah bah oui, mais enfin où est-ce que tu veux en venir? Eh ben, alors ça me paraît très clair, je cite Cynthia Fleury dans Le soin est un humanisme, référence à Sartre bien sûr. Bah, bien naturellement, oui. La vulnérabilité est une combinaison d'hyper-contraintes qui sont souvent d'emblée dévalorisées, Oui. stigmatisées par la société comme étant non performantes. Voilà, d'accord. Ah ouais, quand même. C'est pointu. Hein, c'est oui. pointu, Oui. tu vois Charline, je sens en toi cette vulnérabilité. Ah bon? Alors laisse-toi soigner, ne te laisse pas envahir par des hyper-contraintes. Ouais, Voilà. oui, d'accord, enfin je comprends pas tout là. Alors moi non plus, mais c'est pourtant simple et je vais continuer. Oui. Si toute une partie des médecins, des patients et des familles ont une intuition, voire pratique, il faut évoluer, un savoir-faire, il n'en demeure pas moins que la relative faible performance des humanités. Arrête de faire ton Lucchini Oui, là. pardon. Ça va Et la deux relative minutes, faible performance des humanités dans la formation initiale et continue des médecins ne facilite pas cet enseignement. Ah oui, bah si tu le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Cynthia Fleury. D'accord, oui. Bah, ça me paraît très obscur. T'inquiète, elle va pas te laisser tomber, Cynthia, elle va prendre soin de toi. Ah oui, bah là ça me rassure. Voilà. Bah oui, Charline. Car quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. Vous avez 1 heure. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet endroit où l'actualité est sacrifiée sur l'autel de la blague. Le clivage gauche-droite serait-il si naturel qu'il revient au galop? Est-on vraiment en train de réussir à le dépasser? Ou est-ce qu'il va revenir tel un boomerang au visage de ceux qui prétendaient s'en être débarrassés? J'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Le cannabis thérapeutique démarrera sa phase d'expérimentation en 2020. La presse en parle abondamment parce qu'attention, le cadre de l'expérimentation a enfin été dévoilé. On espère tous voir ça un jour avant de mourir. En attendant... Maman a ramené ça d'Amsterdam. Bon, Oui. Greta Thunberg est l'incarnation mondiale du combat de la jeunesse en faveur du climat. Mais Greta Thunberg divise depuis qu'elle a mis sa scolarité en veilleuse pendant 1 an pour se consacrer à la sauvegarde de la planète. Je ne suis effectivement pas très fan de cette jeune personne qui nous donne des grandes leçons de morale et qui va pas à l'école alors qu'elle ferait mieux d'y aller. Ça a été dit en vrai, hein, c'est pas un extrait de film. C'est pas ta rigolade. Et voici celui qui porte aussi 2 tresses, mais dans sa tête, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous présente la belle équipe autour de la table. 17h20, c'est aujourd'hui la fête de la musique, donc toujours l'occasion de relancer les petits musiciens maladroits qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il est donc là, c'est André Manoukian. Bonjour les amis. Comment il va? Eh ben écoutez, comme on avait Cynthia et qu'on a on a un sujet sur le soin, je vais vous parler des effets que produit la musique sur nos corps. Ouh là là, il n'a pas changé. 17h30, le 21 juin, c'est aussi l'été. Qui dit été dit chaleur, dit canicule et dit potentiellement des invités pour ses prochaines chroniques. C'est vous, Christine Gonzalez. Oui, ça me fait toujours plaisir quand Je l'été sais se pointe. Aujourd'hui, Guy Lux a 100 ans. Joyeux anniversaire, Guy Lux. Ça se passe bien là-haut? On n'arrive jamais à contenter le bon Dieu et c'est ça. Bon. C'est déjà pas mal. 17h40, celle dont on se demande vraiment ce qu'elle peut bien faire d'original l'été, puisque boire des apéros et lire des livres, c'est ce qu'elle fait toute l'année. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex, et bien je nage. Vous nagez, très bien, c'est dans ça la que je fais. littérature. Oui, voilà. Et à 17h55, on reçoit celui qui fera la fête à la musique, mais il le fait tous les vendredis, Frédéric Fromet. Et surprise, il va chanter en duo. Vous savez avec qui, Charline? Non, à qui? C'est quelqu'un dont la chanson n'est pas du tout le métier, voire même, je dirais, c'est son talon d'Achille. Oh là là. Et elle sera présente avec lui tout à l'heure. Bon, écoute, on va voir. Voici celle qui va élever l'open space vers les étages supérieurs de la pensée. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Cynthia Fleury. C'est exact. Elle-même. Alex Vizorek par Jupiter. Bienvenue Cynthia Fleury. Bienvenue. Vous êtes philosophe psychanalyste et vous publiez Le soin est un humanisme. C'est un livret, on dirait. Ça ressemble à un livret. C'est paru chez Tract, enfin chez Gallimard, une collection qui s'appelle Tract. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est parce que ça coûte 3,90 €. Vous développez votre pensée en 30 pages dans un objet très souple comme ça. Mais il y a une histoire à cette collection Tract de Gallimard. Tout à fait. L'histoire, c'est que dans les années 30,
la maison Gallimard avait cette collection des tracts pour permettre aux auteurs de la maison Gallimard, Gide, Mann, Giono et autres. Donc Ça va, vous êtes bien entouré. C'est un très beau compagnonnage. Et pour faire des saillies comme ça sur l'actualité, quand vous êtes auteur Gallimard, généralement vous rendez votre livre 6 mois avant. Là, vous pouvez le rendre 15 jours avant. Donc c'est pas tout à fait la même histoire. Et l'idée, c'est véritablement d'avoir une espèce de parchemin, des textes un peu impliqués, insérés, je dirais, dans l'actualité. Et puis une fois qu'on a lu, on le file au camarade qui est à côté. C'est un peu comme au cinéma, un court-métrage. Pour votre pensée, c'est ça? C'est une nouvelle pour un roman, un court-métrage? C'est un autre support. Ouais. Ça marche très bien. Alors, bien évidemment par la qualité intrinsèque du texte, mais je dois dire que le format aide, parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui veut quelque chose d'un peu plus synthétique, d'un peu plus aussi clinicien, impliqué dans la vie, inséré, ce qu'on reproche parfois à la philosophie, peut-être moins à la philosophie qui est liée aux soins. Et puis donc et puis bien évidemment le format économique. Et une collection donc créée dans les années 30, une bien belle époque. Cynthia Fleury, une époque du soin avec nous. Ça s'intitule donc Le soin est un humanisme, et la base de la pensée que vous développez, c'est quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est ce soin? Ce soin, si vous voulez, c'est tout simplement le fait que nous pensons que nous habitons le monde de manière évidente. Et en fait, pas du tout. En fait, le monde n'est pas habitable. Il n'est rendu habitable que par notre envie de le rendre habitable. Et cette envie de le rendre habitable, ça s'appelle le soin. Donc c'est pour ça qu'il y a à un moment donné un passage sur Winnicott qui parle, je trouve qu'il a une définition sublime. Alors il parle de la maman, en vérité. Moi je l'ouvre un tout petit peu et il parle d'élaboration imaginative. Et je pense très sincèrement que par nos élaborations imaginatives, de fait, nous produisons tout simplement un espace-temps pour nous, pour exister dans ce monde-là. Donc le soin, c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste que simplement la santé. C'est tout simplement comment on est bien dans un milieu et comment ce milieu interagit de façon non toxique sur nous. Parce que bien évidemment que nous grandissons par les liens que nous avons avec les autres, par les milieux. Donc bien évidemment, il y a un rapport au vivant aussi, à la nature, qui est absolument important. Aujourd'hui, la grande santé, si j'ose dire, c'est quand même la question de l'environnement, la manière dont nous sommes liés à l'environnement. Et puis, il y a, ça vous a pas échappé, un grand moment institutionnel un peu en crise, et qui s'appelle aujourd'hui les urgences, les hôpitaux, etc. Moi, j'ai mis en place, il y a maintenant quelques temps, on va rentrer dans notre 5e année, une chaire de philosophie à l'hôpital, avec cette idée vraiment de rappeler que les humanités, c'était la base du soin, et qu'on soignait non pas des maladies, mais des sujets qui sont malades. Rappelez-nous ce que ce sont les humanités. Les humanités, c'est tout simplement les sciences humaines et sociales. Donc ça va de l'anthropologie à l'économie, parce que je sais qu'on oublie ça, mais l'économie non dessaisie de sa finalité, l'économie au service du soin, mais c'est la science, c'est tout simplement tous les savoirs qui nous constituent et qui nous permettent tout simplement de vivre mieux. Et la formation des médecins devrait tenir compte davantage de ces humanités. C'est-à-dire qu'on a une formation des médecins aujourd'hui encore un peu pauvre. Alors pour pour des raisons multiples et variées. Alors soyons honnêtes, aujourd'hui il y a de plus en plus une volonté de remettre les humanités au cœur de l'enseignement, mais entre la volonté et la réalité, il y a souvent un petit sas. Et donc, nous aidons à ce que l'enseignement des humanités reprenne la main, encore une fois, dans le cursus des soignants. André Manoukian ? Avant la guerre, les médecins, ils faisaient bac philo. Et puis c'est après, petit à petit, dans les années 50, quand on a commencé à mettre les mathématiques, que tout a changé. C'est difficile presque à concevoir aujourd'hui. Moi, perso, j'ai fait 6 mois de médecine. Je me suis arrêté à la 3e vertèbre. Donc, gynécologie amateur. C'est pas pareil. Mais voilà, donc... Toujours gracieux. Je fais la passe, il marque le but. Ce moment où on enseignait la philosophie à un médecin, finalement, ou la psycho, je trouve qu'on est plus près du sujet, on est d'accord. Ils savent pas gérer le rapport avec les gens. Et vous vous rendez compte, un toubib qui a dealé avec un patient qui a une grave maladie, ils savent pas comment faire. On leur a pas appris ça. C'est fou, non ? On leur a pas appris. Et puis longtemps, on a eu ce deuxième grand moment de l'hyperspécialisation, ce qui est une chose absolument essentielle, parce qu'on est très très heureux qu'il y ait cette hyper-technicité aussi. On préfère, oui. Voilà. Mais à un moment donné, on sait aussi que la maladie, si vous voulez, comme elle impacte une personne, elle impacte sa vie, elle l'impacte de façon holistique. Et puis, il y a
des grands shifts, si vous voulez, aujourd'hui, des grands changements. Un des grands changements, c'est le fait que les maladies chroniques sont devant l'infectieux. Et quand vous êtes dans une maladie chronique, vous êtes dans un incurable, donc le rapport au médecin change un peu. Vous êtes dans de l'évolutif, ça va se transformer tout au long de votre vie, et vous êtes dans du sécularisé, entre guillemets, c'est-à-dire rendu au siècle, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes tout le temps malade, et en même temps tout le temps au travail, et en même temps tout le temps pas malade. Vous voyez, donc c'est un truc très compliqué. Et ça crée des nouvelles pédagogies de la guérison, comme disait Canguilhem. Et là, le médecin souvent est un peu court, parce que lui, ce qu'il sait, c'est traiter, c'est la pathologie, mais pas du tout tout ce qui irradie autour. Et juste pour vous donner un exemple, les maladies chroniques, mais aussi les cancers, les récidives, tout ça. Aujourd'hui, dans la clinique, ce qu'on appelle la clinique du rétablissement, c'est-à-dire ceux qui ont un cancer et qui sont qui atteignent la rémission, vous avez une très grande partie, vous avez un tiers des personnes qui vont perdre leur travail après, dans les 2 ans, après, alors qu'ils sont guéris. Et donc, tout ça montre bien, si vous voulez, que la maladie a l'impact des territoires autres que les organes. Le soin est un humanisme, donc. C'est paru chez Gallimard, collection Tract. Cynthia Fleury avec nous. Et donc, je rappelle que vous avez créé donc une chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc, vous pensez, mais ancrée dans ce réel-là. Elle est avec nous jusqu'à 18h. Il y a même André Manoukian qui est là. Il est là. Christine Gonzalez. Juliette Arnaud qui va nous reparler de cet opus, si on peut dire. Oh, dites donc, c'est les négresses vertes. On adore. On m'appelle Zambé, ou c'est moi la mouche. J'suis pas tant crédible, car on me trouve louche. C'est qui les abîme en ouvrant la poche sous de jolies cibles, des gobeurs de moche. Et hop dans le nuit, je fonds dans la gaussière, je ressens pas les tournées. Hop dans le nuit, je fonds dans la gaussière, je ressens pas les tournées. Je ressens pas les coups Scratchant du jeu, fonds dans la civière, je ressens pas les coups Zap, zap, la moche. Zap, zap, la moche. Regarde des biches. Je me veux cette fille au sacré. France Inter. Et vous écoutez Par Jupiter, c'est la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury que vous adorez, on sait très très bien. Les auditeurs d'Inter sont fans de vous, Cynthia. Vous êtes l'aérostat de l'intellectuel sur France Inter, Cynthia Fleury, qui publie Le soin est un humanisme chez Gallimard, une collection qui s'appelle Tract, qui fait une 30aine de pages, 3,90 €, dont on sort beaucoup plus malin. Et qui va nous en parler tout à l'heure? C'est Juliette Arnaud, je pense, qui va nous parler de ça. Et puis le retour d'André Manoukian, quand même un petit événement. Christine Gonzalez est là et Frédéric Fromet finira l'émission en chanson avec une partenaire. Et la substantifique moelle de l'actualité. Oui.
Oui, bonjour Monsieur Sarkozy. Le journal, presque 17h17. Quelle indignité. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy réaffirme que la politique n'est plus son quotidien. Et forcément, son quotidien, c'est plutôt la justice en ce moment. Pour Brigitte Macron, le président de la République, je cite, cet Atlas, ce dieu qui porte la voûte terrestre. Voilà, on va donc rebaptiser notre émission par Atlas, qui porte la voûte terrestre. Et les brèves. Ben oui, moi aussi je porte les brèves à bout de bois. Bien sûr. Bout de bois, bout de bois. Commençons par une éphéméride, évidemment. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Journée que je déteste. Ah bon? Pourquoi vous n'aimez pas la musique? Non, c'est pas que j'aime pas la musique, c'est que j'aime pas cette sale race de guitaristes que j'exècre. Ces gens qui ont acheté une guitare pour pécho des gonzesses et que le jour de la fête de la musique essayent de rentabiliser leur achat dans la rue. Moi, j'appelle ça la concurrence déloyale. Voilà. Très bien. Alors, C'est calmez-vous. dit, c'était mon édito. Ok. On passe à l'affaire Balkany. alors. Voilà, l'avocat du couple, Éric Dupond-Moretti, était sur BFM avec cette phrase. Balkany, c'est aussi une immense pudeur. C'est aussi une immense pudeur. Après la phobie administrative, Dupond-Moretti invente le concept de timidité fiscale. C'est très très rare, mais ça existe. Et le journaliste élégant lui fait remarquer que son client était fort en gueule, comme lui-même l'est, Dupond-Moretti. Ça vous arrive aussi d'être un peu excessif dans les mots, comme vous dites. Mais moi j'ai le droit, je suis avocat, j'ai tous les droits. Voilà, au cas où vous doutiez, il est avocat, il a tous les droits, ils se sont bien trouvés les deux. La République, c'est moi. C'est la nouvelle version. Terrorisme à présent. Un vétéran du djihad a agressé 2 surveillants à la prison du Havre. Oui, comme quoi le Havre, c'est une ville qui produit des individus extrêmement dangereux pour ce pays, comme se radicaliser ou encore Édouard Philippe. Passons à Nicolas Sarkozy. Oui, lors d'une remise de décoration, il a fait un petit discours hier, dont la portée n'était pas inintéressante suite à ses derniers soucis. La vie, ce ne sont que des épreuves. Et le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée, il est dans l'épreuve surmontée. Voilà, la philosophe que vous êtes aura apprécié. Le bonheur est dans l'épreuve surmontée. Et coup de bol, Nicolas Sarkozy a 15 affaires au cul. Il risque de prendre beaucoup de plaisir dans les semaines à venir. International, Oui. Donald Trump a ordonné des frappes contre l'Iran avant de se raviser. Et oui, donc il faut le dire maintenant, il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les imbéciles changent aussi parfois d'avis. Télévision maintenant, France 2 va réaliser un feuilleton quotidien sur le service national universel en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Un service national, une propagande d'État sur le service public. Kim Jong-un va finir par attaquer le gouvernement Macron pour plagiat. Justement, parlons du baccalauréat. Plusieurs erreurs se sont glissées dans les sujets des épreuves de mathématiques qui ont lieu ce matin. Eh oui, il y avait tellement d'erreurs dans l'énoncé que c'est à se demander si c'est pas Nathalie Loiseau qui avait rédigé les examens. Santé, Oui. Certaines crèmes solaires bio pour enfants ne sont pas suffisamment protectrices selon UFC Que Et Choisir. on ne le dira jamais assez, protégez-vous vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Du soleil Non, ou quoi, de faire des enfants. C'est important de le dire ça. Santé toujours. Selon Oui. une étude, une mauvaise hygiène dentaire pourrait accroître le risque de cancer du foie de 75%. Ah merde, pour Michel Houellebecq, c'est donc la double peine. Eh oui. Et les brèves. Et les brèves. L'incendie d'une fabrique d'allumettes en Indonésie fait au moins 30 morts. C'est évidemment tragique. En revanche, comme une très belle publicité pour la qualité des allumettes. Et la dernière. Et la dernière, en Suisse, lors d'une foire d'art contemporain, Art Basel, une fillette a cassé une sculpture d'une valeur de 50 000 €. Vu le montant, on espère qu'il lui reste pas mal de dents de lait et que la petite souris sera généreuse. Merci Alex. Mais de rien. Cynthia Fleury attend notre compagnie. On va aborder ce premier sujet avec vous. Chasser le clivage gauche-droite et il revient au galop, écrivait récemment l'Express. Alors est-ce à dire que ce clivage est le plus naturel, tellement ancré qu'il tiraille quotidiennement ceux qui prétendent s'en être affranchis? Peut-on dire que ce n'est ni de droite ni de gauche que de supprimer l'ISF et de privatiser ADP? Vous avez 3 minutes. Le en même temps a-t-il déjà vécu parce que ce serait trop l'embrouille? Allez Manu. Allez mon pote. Alors, ça va? T'inquiète, ça va aller. Bon, choisis un côté et plonge. C'est pas compliqué. Te pose pas de questions, ok? Ok. Ou à gauche. Ah, les réunions de groupe à La République En Marche, c'est toujours un peu compliqué. C'est la Dream Team, le film de Thomas Soriot. Alors, Cynthia Fleury, se demander si une mesure est de droite ou de gauche, déjà, est-ce que ça peut faire sens? Je parle à la philosophe politique. C'est compliqué parce que oui, ça peut faire sens et en même temps, normalement, toutes les grandes mesures, elles sont traversées par soit une dérive ou un biais
un peu plus gauchiste ou un biais un peu plus droitiste. Les sujets, ils sont universels. Donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que, voilà, vous avez même, si on veut reprendre une façon freudienne de le dire, un conflit psychique en soi, un conflit qui nous structure. On va dire Eros et Thanatos chez Freud, c'est-à-dire l'idée qu'on va plutôt vers l'autre et puis Thanatos plutôt dans un système de défense, voire d'attaque, etc. Ça nous structure et ça se dit aussi dans la politique, tout simplement. Donc Eros, il est à gauche et Thanatos, il est à droite. Non, mais c'est-à-dire qu'on voulait dire qu'on est entre deux polarités et qu'on est tiraillé entre les deux. On est toujours, si vous voulez, tiraillé dans ces grands conflits qui nous structurent, c'est-à-dire en gros la justice et puis aussi tout simplement le moi, c'est-à-dire le sentiment. C'est plus à droite. Le moi, si vous voulez, c'est un intérêt très particulier. Donc à partir du moment où il y a un intérêt très particulier, il rentre en confrontation avec le monde et c'est un petit prisme qui fait que voilà, on peut éventuellement considérer qu'il a un tout petit peu. Elle ne veut pas répondre à la question, elle part sur Thanatos, tout ça. Ça veut dire que c'est légitime de penser que ce clivage gauche-droite dont on nous a dit il n'existe plus, il a éclaté, il est quand même encore bien là et que si on veut vraiment tenter de l'étouffer, il revient à chaque fois. Oui, il revient, bien sûr, il revient. Puis alors, je dirais qu'il revient d'autant plus que on a un moment on a un petit peu un retour d'ivresse, si vous voulez, concernant Macron. Il y a eu un grand moment comme ça où il a attrapé, et puis comme toujours, la déception est aussi un grand mouvement qui structure l'état de droit, indépendamment de la vérité de ce qu'est Macron ou pas. C'est comme ça. Et donc, résultat, les formes qui étaient avant lui se remettent un peu en place. Mais alors quand même, d'une façon nouvelle. C'est-à-dire, on refait toujours avec les mêmes archétypes, on refait toujours du nouveau. Et donc, gauche et droite, ça viendra toujours traverser notre vie politique. En revanche, avec des assemblages nouveaux, avec des manières d'être nouvelles, et puis surtout, avec des points qui bougent un peu. C'est-à-dire que ce qui était ressenti comme à gauche peut éventuellement bouger, ce qui était ressenti comme progressiste peut éventuellement bouger. Il y a des questions qui ne sont pas simples. Où est-ce que vous placez, prenons la GPA, si vous placez la GPA du côté d'un progressiste, où vous considérez que la GPA, au contraire, n'est pas nécessairement un geste du progrès. Je veux dire, c'est une controverse qui est dans les deux cas. Vous pouvez considérer que le progrès n'est pas nécessairement là où il se situe, et en l'occurrence dans un geste technique. Sujet pour ceux qui viennent de sortir de la philo. Et l'Express citait un pilier de la majorité qui disait ceci et qui illustre de façon empirique ce qu'on vient de dire. Il dit, il est anonyme, souvent c'est comme ça, mais c'est un pilier de la majorité qui dit: c'est une lutte de tous les jours d'échapper à la force de ce logiciel, donc gauche-droite. Dans la réalité de notre politique, nous y parvenons, mais tout le monde n'a pas laissé sa valise au vestiaire. Mais c'est vrai, parce qu'en même temps, ce sont des préjugés qui nous constituent, mais qui bloquent aussi parfois, parce que d'emblée, vous allez ranger quelqu'un ou une idée à tel ou tel endroit, et d'une certaine manière, vous fermez la possibilité de vous articuler avec lui et de trouver des solutions. Donc le pragmatisme veut, normalement, il s'échappe de ce clivage-là. Mais, comme toujours, il y a des grands systèmes de simplification, et pour organiser les foules, c'est généralement la simplification qui organise les foules. Ça et donc, beaucoup de la bien gauche Manuel Valls, et la droite. Ça le rassurerait. Cynthia Fleury est en notre compagnie, philosophe et psychanalyste, qui publie Le soin est un humanisme chez Gallimard, fascicule paru dans la collection Tract. Et aujourd'hui, c'est le grand retour d'André Manoukian. J'aime bien quand Cynthia elle parle, ça, c'est comme une musique qui structure nos neurones, on a l'impression d'être plus intelligent. Bon, allez, hier soir, Elton John, vieux rocketman de 72 piges, a tenu Bercy au bout de ses doigts, légèrement boudiné, mais encore bien alerte. Sa tournée d'adieu, mais sûrement pas les derniers concerts, parce que la musique, Cynthia, vous le savez, régénère. Arrêter de la pratiquer, c'est comme arrêter de faire de la gym quand on a de l'arthrose. La musique agit sur nos cellules, on le sait maintenant, c'est prouvé par les scientifiques. La musique fait partie des vibrations que l'on perçoit par la peau, les oreilles et tous les orifices de notre corps. J'ai dit bien tous les orifices. Il est de retour. Les narines, c'est ça. Pas que. L'oreille humaine perçoit les sons à partir de 16 Hz. Ça, c'est facile, 16 Hz, c'est 16 pulsations par
par seconde. Vous voyez, c'est mon stylo là, ok? Alors ça, on ça le voit produit, bien à la radio. ça produit des sons. On peut presque les compter, les 16 pulsations. Et ben ça produit des sons, les sons les plus bas. Plus on va monter dans les aigus, et plus ça va pulser vite jusqu'à 18 000 pulsations par seconde. Au-delà de 18 000 Hz, seuls les chiens et les illuminés entendent. Ce sont les ultrasons. En admettant que l'on fabrique un générateur de pulsations assez puissant pour aller au-delà, par exemple à 134 milliards d'hertz, ça s'appelle des trillions, sinon par seconde, à votre avis, on obtiendrait quoi? De la chaleur. Farmer. Si vous voulez, de la chaleur. À partir de 483 trillions, on obtiendrait des couleurs. Et à 483, c'est la couleur rouge, la couleur du chakra du cul, oui. Alors à 513 trillions, c'est la couleur orange. À 543, c'est la couleur jaune. À 576, vert. À 630, le bleu. À 669, l'indigo. À 708, le violet. Non, mais vous vous rendez compte, ce qui est dingue, c'est que les hindous, 6000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient cette même classification des chakras. Et là, on est en train de la prouver par des vibrations. Le chakra du cul se trouve dans le scrotum, le second il est en bas du nombril, le troisième sur le plexus, le quatrième sur les cordes vocales, on appelle ça la porte des dieux, le cinquième au milieu du front, le sixième au sommet du crâne. C'est quand même un mystère quand la science rejoint la mystique. Alors imaginez maintenant que les vibrations encore plus hautes, qu'est-ce qu'elles vont produire? Eh ben, de la matière, des atomes. Au commencement était le Verbe, nous dit Saint Jean, au début de son évangile qu'Alex connaît par cœur, la vibration première, grande créatrice de l'univers où tout vibre. Tout vibre dans la nature, tout pulse. Nietzsche pouvait percevoir la vibration de la terre lorsqu'il arpentait les sentiers de Sils Maria. Nietzsche qui aimait tellement la musique qu'il en composa, sauf que quand il l'a soumis à son ami Wagner et que ce dernier ne lui répondit jamais, un peu comme moi quand Alex m'envoie ses têtes de karaoké. Du coup, c'est là que Nietzsche va se fâcher avec Wagner. Mais revenons à ce petit village suisse qu'il adorait, l'air pur de la montagne lui faisait du bien. C'est là qu'il eut l'idée de l'éternel retour, comme Elton John, Charles Aznavour, Lynn Renaud. En vrai, l'éternel retour, c'est t'imagines un moment de ta vie que tu pourrais revivre à l'infini. Et finalement, tu t'arranges pour que toute ta vie soit de ces petits moments que tu pourrais revivre sans arrêt. Pas mal comme définition du bonheur. Comme moi, à cette table-là, je pourrais le revivre sans arrêt, celui-là avec Charline qui me regarde. Mais revenons à la musique, oui, dont c'est la fête ce soir. 17h34 déjà. C'est ça, la pauvre. Alors, vu qu'une vibration à des fréquences très élevées crée de la matière, vous imaginez bien, enfin, l'impact de la musique sur les humains, les animaux, les végétaux. Deleuze disait de la musique qu'elle crée des affects. Un affect, c'est une transformation physique du corps. Moi, une bonne mezzo-soprano qui entonne Fever et je transpire de la moustache. Un jour viendra où on aura identifié les fréquences sonores qui guérissent, adaptées à notre vibration interne, bien sûr. Vu qu'on vibre chacun pas pareil, on a chacun sa note. Si vous voulez la connaître, il suffit de chanter du plus grave au plus aigu et d'identifier le moment où votre corps est en résonance maximum. Pour ça, il faut se faire aider par quelqu'un qui vous palpe. Moi, je fais des consultations privées, si ça peut vous dépanner. En attendant, on écoute Elton John, Your Song, sa plus belle chanson, mais plutôt Al Jarreau qui chante Elton John. Ça, c'est encore mieux. It's a little bit funny, this feeling inside. But I'm not one of those who can easily hide. Why? Well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live. All if I were a sculptor. And then again, no, oh man, just sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that
this is a song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in my world. Yes, it is, yeah. You know they, well, they got me quite cross. Oh, but the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's for people like you that will it keep it turned on. Le magnifique Al Jarreau qui nous chantait Your Song d'Elton John. C'est beau cette rencontre au sommet. Mais c'est André Manoukian. Merci André. Merci les amis de me laisser me répandre comme ça dans vos émissions. On adore. Merci André. Vous écoutez France Inter et Par Jupiter. Cynthia Fleury est venue nous tenir compagnie, philosophe, psychanalyste, qui publie Le soin est un humanisme, paru chez Gallimard. C'est la collection Tract, ça coûte 3,90 €. Tout tient dans la poche, c'est pour vous dire. Et à cette heure-ci, le vendredi, elle nous vient de Suisse. Elle passe un temps infini dans le train à l'eau minérale. C'est Christine Gonzalez. C'est bien me connaître. Le 21 juin 1919 est né Guy Lux, celui qui va devenir le roi du divertissement de la télévision française. Ce qui fait qu'il a pile 100 ans aujourd'hui. Bon, il est mort, mais ça, c'est un détail pour moi. Bonsoir, Guy Lux. Eh bien, bonsoir à la France. Bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Ben, j'existe autrement, mais si je ne fais pas d'écoute... c'est pas dramatique de plus faire de télé. Précisez votre pensée, madame. Là, par exemple, vous êtes à la radio. C'est bien, votre la radio. émission n'est pas regardée. Ah non, mais attendez, il y a des caméras. Vous savez, c'est de la radio filmée. Ah. Oui, et vous êtes sur France Inter. C'est la première chaîne du pays. Ah. Ah non, alors il y a un malentendu. Non, on va pas jouer, Guy Lux. Eh bien, bonsoir à tous nos amis du Schmilblick, France d'ailleurs, puisque nous avons appris d'ailleurs que notre Schmilblick était regardé par des amis suisses, belges et même peut-être allemands, italiens. Non, mais non, on va Cela pas. dit, il n'y a que les Français qui peuvent jouer ce soir et c'est tout le suspense de cette émission qui vous promet sûrement des émotions. Non, attendez, Guy Lux, on va pas jouer au Schmilblick, là, machin. Comment vous dites le mot? Schmil? Allez-y. Schmilblick. Parfait. Très bien. Excellent. Guy Lux. Est-ce que ce Schmilblick va être retrouvé ce soir? J'aurais aimé qu'on parle, pas qu'on joue. Rappelez-moi votre prénom, chère et ravissante speakerine. Christine. Et pendant ce temps-là, je vais demander à nos amis techniciens de bien vouloir réparer mon récepteur, car sans récepteur, je suis dans une situation dramatique pour pouvoir mener ce jeu. Guy Lux. Oui, parce que comme on a eu l'antenne à la toute dernière minute, en fait, depuis le début de notre Schmilblick, c'est la première fois que nous avons eu des petites difficultés avant l'antenne pour une liaison. Alors, vous voyez que même à l'antenne, nous l'avons, il y a un miracle tous les soirs. Eh bien, ce Schmilblick, nous voici. C'est quoi les règles, déjà? Vous posez une question, si elle est bonne. Je vous autorise à donner le nom d'un Schmilblick, et si vous donnez le véritable nom, vous emportez le montant de la cagnotte. Merci de votre attention, et bonne chance à tous. Est-ce que le Schmilblick est un objet? Non. Bon, alors c'est un être vivant. Oui. Donc là, je dois faire une proposition, c'est ça? À quoi pensez-vous, mademoiselle? Emmanuel Macron? Absolument pas, mademoiselle, je suis désolé. Bon, de toute façon, vous le connaissez pas, Macron, vous êtes trop mort pour ça. Mais de toute manière, Macron peut revenir, Macron peut remonter, Macron n'a pas perdu. Est-ce que vous pensez que Macron pourrait faire avancer le Schmilblick? Je suis obligé de vous dire non. Bon, là, j'ai pas trouvé, on arrête. Je vous demande de me poser une question. Mais j'en sais rien. Vous me la posez, cette question? Bon, alors, est-ce que c'est un être vivant? Question déjà posée. Est-ce que c'est un être vivant qui fait du vélo? Question intéressante. Merci. Non, voilà. Un être vivant, mais qui fait pas de vélo. Vite. Je sais pas, c'est absurde. Vincent Lambert? Non. Je sais pas, moi. Je vous écoute. J'ai l'impression que nous avons gardé l'image, mais nous n'avons plus le son. Cela dit, pour tous nos amis à l'antenne, je dois dire que cette charmante personne, vient de me poser une question à laquelle je vais répondre par non.
Est-ce que vous m'avez entendu, madame? Oui, je vous ai bien entendu. Alors, est-ce que le schmilblick est une plante, du coup? Ah, oui. Alors j'ai une idée. À quoi pensez-vous, mademoiselle? C'est dans l'actualité. C'est vrai. Ça se fume, c'est encore illégal en France. Mais ça n'est pas la définition. Avez-vous une définition plus précise? Est-ce que le schmilblick, c'est du cannabis? Qu'est-ce que c'est? Cannabis. Ah, c'est comme Christian. Oui, c'est comme cannabis. Cannabis? Oui, cannabis. C'est bon. C'était bon. Bravo. Merci. C'est exactement cela. Merci. C'est exactement cela. Merci d'être venu. Mais non, attendez, partez pas tout de suite, Guy Lux. J'avais quand même envie de vous faire réagir à une actualité. La France Télévisions a annoncé cette semaine le retour d'un jeu que vous avez créé. C'est Jeux sans frontières. J'applaudis. Ah. Et ce sera Nagui qui présentera. Voilà, merci Guy Lux. Belle soirée. Ce n'est peut-être pas un adieu, mais un au revoir. Merci Christine Gonzalez. Décidément, les fées de la radio se sont penchés sur vous. Merci beaucoup avec les archives du schmilblick de RTF en 1969. Merci beaucoup Christine Gonzalez. Avec plaisir. Allez, parlons justement cannabis avec Cynthia Fleury. Cannabis thérapeutique qui revient dans le débat où j'ai levé le doigt et un point est parti. Donc je suis belge, j'ai un petit côté méditerranéen et donc je fais des gestes avec les bras et évidemment en régie Nicolas Cazot aujourd'hui et Kevin Pelot sont au taquet. Alors, il écoute France Culture. calmez-vous les gars, calmez-vous. Cynthia Fleury, il y a des choses intéressantes là-bas. Je garde les mains sur la table pour mon lancement. Le cannabis thérapeutique revient dans le débat. Le cadre des expérimentations est enfin précisé. Même si aucun test n'est prévu avant 2020, on a donc le temps de voir venir. C'est l'occasion pour les comités de scientifiques de nous proposer un tuto. Voici les bases, faites tourner. Là, j'envoie le son vraiment. Marijuana, pétard, archi sont autant de termes génériques que l'on utilise pour désigner une seule et même substance, j'ai nommé le cannabiste. En titre scientifique, nous allons se prêter à une petite expérience. Nous voyons immédiatement que les effets annoncés de ce psychotrope sont largement exagérés. En effet, un peu de volonté, de maîtrise de soi, et voilà. Voilà. Bon, où est-ce qu'on en était, moi Faux Contact, c'était le programme de la télévision belge avec le comédien Manu Taureau. Donc, on a une question du bac quasiment pour vous, Cynthia Fleury, à ce sujet, le cannabis thérapeutique, dont les cadres des expérimentations qui n'auront lieu qu'en 2020 et qui vont durer longtemps, on les connaît aujourd'hui. Question du bac, est-ce que tous les moyens sont bons pour apaiser la souffrance ? Ah, c'est vrai, c'est une belle question. Comment on peut réfléchir, par quel bout est-ce qu'on peut prendre cette question? Non, tous les moyens ne sont pas bons. Mais en même temps, on doit pouvoir réfléchir à tout. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller valider tout. Mais on ne doit pas s'empêcher, si vous voulez, à un moment donné. Et concernant le cannabis, très longtemps, on s'est empêché parce que précisément, c'était du cannabis et tout, et voilà, et tout l'univers, entre guillemets, symbolique auquel cela réfère. On s'est empêché de se dire, mais non, il y a un usage thérapeutique, comme il y a un usage thérapeutique de l'opium, etc., et qui existe depuis bien longtemps. Donc d'autres pays s'y sont mis depuis longtemps, avec beaucoup d'efficacité, sachant que ça passe pas par le fait d'en fumer, hein, c'est par d'autres manières de réception. Oui, alors non, ça c'est le côté festif, effectivement. Mais disons qu'à l'hôpital, on passe par d'autres manières de divulguer un cachet, enfin bref, une goutte, enfin bref, différentes manières. Et c'est assez efficace. Donc ça, c'est un premier point. Et puis derrière, vous avez tout de suite la question de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis. Et ça, pareil, vous avez des controverses. Moi, j'ai une position qui n'est que la mienne, hein, qui n'est pas celle du Comité national d'éthique, dont je fais partie, mais la mienne, je suis pour la légalisation du cannabis et même de toutes les drogues. Donc vous voyez, je suis très très ouverte. Mais pour des raisons assez simples, hein, pour des raisons à la fois de lutte contre l'économie parallèle, d'ordre, et puis pour des raisons aussi thérapeutiques, à partir du moment où on a un lieu, si j'ose dire, légal, on peut mieux soigner, on peut mieux accompagner, on peut mieux connaître, etc., etc. Il n'y a pas de phénomène de contournement. Donc, dans tous les cas,
même si c'est difficile à entendre, c'est vrai que ça me paraît être une option plus valable. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui sont qualifiés un peu de dangereux, qui posent des problèmes sanitaires, qu'on doit retirer du marché, etc. Donc est-ce que ça, c'est aussi... ça peut peser dans la balance aussi, de se dire finalement... oui, non, mais je veux dire, il y a des médocs qui sont dangereux, quoi. Mais bien évidemment. Et puis de toute façon, c'est la racine du pharmakon, en grec. Le pharmakon, c'est le remède et le poison. Donc de toute façon, on sait très bien que quelque chose, jamais, c'est absolutiste, si vous voulez, de croire que quelque chose est soit parfait, soit imparfait. Très souvent, c'est un univers de couleurs beaucoup plus vaste et c'est des affaires de degrés. Donc pareil. C'est la fameuse phrase que sur laquelle je ne reviens pas. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose est poison. Exactement. Donc c'est des affaires de dose, c'est des affaires de nuances, c'est des affaires aussi de combinaison. Bien évidemment, c'est les problèmes notamment aussi avec des médicaments qui vont avoir des effets toxiques s'ils sont croisés, etc. Jamais avec du desktop. Oui, c'est vrai que c'est pas bon. Voilà, on le dit pas assez. Oui, on le dit pas service assez. Public. Voilà, vous avez répondu à la question du bac et pas en 3 heures, en 4 minutes. Et ça, c'est évidemment, c'est Cynthia Fleury qui est avec nous. C'est ça. Qui publie Le soin est un humanisme chez Gallimard. Juliette Arnaud. Oui, alors on va Vous l'avez commencer lu par un autre livre qui s'appelle Les monstres de Templeton. Ce livre est écrit par une femme, Lauren Groff, sauf que c'est aussi un livre placé sous le double parrainage de Stephen King, qui adore ce premier roman, en même temps, vu le titre, c'est bien naturel, et de Fenimore Cooper, le papa du dernier des Mohicans, dont l'ombre est partout dans le roman. De fait, dans Les monstres de Templeton, il y a des Indiens, il y a aussi des esclaves noirs et des self-made man blancs. Toute l'Amérique, somme toute. King, Cooper, tout ça, c'est très garçon, sauf que dans le même temps, vu que c'est écrit par une femme, ça cause aussi des trucs habituels des filles, la sainte trilogie, mec, soutif, règle. Oui, non, Christine, vous avez raison de rire, je mens. C'est un livre qui cause de tératologie. Du grec, téras, le monstre, logia, étude de. L'étude des monstres, donc plus précisément l'étude des anomalies de l'organisation anatomique des êtres vivants. La tératologie n'est pas un prétexte. Voici la première phrase du roman. Le jour où je revins à Templeton en pleine disgrâce, le cadavre d'un monstre mesurant près de 16 mètres émergea à la surface du lac de Glimmerglass. C'est Winnie, c'est la jeune femme narratrice et héroïne. Elle revient dans sa petite ville natale, Templeton, en pleine disgrâce, puisque cette brillante jeune archéologue qu'elle est a essayé, par le truchement d'un petit avion, de rouler sur son prof, accessoirement son amant, accessoirement marié, et de rouler aussi sur son épouse. Ce qui est mal. Et peut également bousiller une carrière universitaire. Et puis, Winnie a dans le ventre ce qu'elle appelle une petite crevette. Bref, elle semble enceinte de son prof marié. Ce qui est moyen cool, surtout quand on a essayé de l'écraser. Alors, elle se réfugie chez sa maman à Templeton. Ça, c'est pour la disgrâce. Quant au monstre de 16 mètres, la beauté de ce monstre. Alors, il est à la fois mammifère placentaire, un peu cétacé, un peu ongulé, et hermaphrodite synchrone, capable de surcroît de s'auto-inséminer. Et il est vieux de 200 ans. Et les Indiens du coin l'appellent le vieil esprit triste, on dirait André Manoukian. Et il est mort. Winnie, heureusement, peut se tourner vers sa mère, une mère célibataire, ancienne hippie de San Francisco, et infirmière de profession qui va traiter l'état de disgrâce de sa rejetonne selon les principes de Cynthia Fleury, la rendre capacitaire, lui redonner aptitude et souveraineté dans ce qu'elle est. Sa solution à la maman de Winnie, comme dans la vieille chanson, vous savez, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas, elle va lui dire que son père, en fait, c'est un mec de cette ville, vas-y, cherche-le. Bref, elle propose à sa fille un jeu de piste, à défaut de savoir ce qu'elle va faire de sa crevette. Elle lui dit, cherche déjà qui est ton père. Alors que, ça peut paraître étrange, hein, mais je cite l'auteur, Lauren Groff, elle dit « Nous avons besoin d'une horde d'aïeux derrière nous pour nous tenir debout. Plus le futur est effrayant, plus il semble compliqué, plus nous avons besoin de prendre appui sur notre passé. » Enfin, et à propos de cette crevette dans le ventre, je suis sûre que Winnie trouverait une lumière dans d'autres mots de Cynthia Fleury. Encore une femme qui pratique le soin dans un hôpital comme la maman de Winnie. Des mots qui sont à la toute fin du tract de Gallimard « Le soin est un humanisme ». Elle écrit « Qu'est-ce qu'une mère désenfantée ? C'est une mère endeuillée qui a perdu son enfant. Ce sont aussi celles qui n'arrivent pas ou ne sont pas arrivées à avoir un enfant et portent cela comme une tristesse et une errance infinie. Ces femmes, je voudrais les saluer avec douceur, leur dire qu'elles sont aussi nos mères, nos filles, nos femmes, leur dire que la filiation maintient sa force et son mystère au-delà de la mort. Je ne peux pas parler pour Winnie, bien sûr, c'est un personnage de fiction, mais je sais que toute une palanquée de femmes vous en seront infiniment reconnaissantes, dont moi. Mesdames Groff et Fleury, merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Et bravo, vous êtes arrivée au bout. Donc le soin est un humanisme, Cynthia Fleury. Et effectivement, à la fin, vous avez souhaité ajouter ce texte que vous aviez lu dans l'émission d'Augustin Trapenard. C'était une carte blanche dans Boomerang. Oui, je trouvais que c'était assez drôle, puisque au même moment où j'ai fait cette émission, Augustin m'a demandé, comme c'est un exercice classique, et donc je l'ai fait, et il y a eu un très gros retour. J'ai pas encore terminé, je le dis d'ailleurs à celles qui m'ont envoyé, à celles et ceux qui m'envoient des courriers, j'ai pas tout dépioté, ni les mails, etc. Et oui, c'était à côté, en même temps c'était très proche du soin est un humanisme, et c'est vrai que j'avais envie tout d'un coup de dire, voilà, l'écriture c'est aussi ça, c'est ce grand processus collectif. À un moment donné, une patiente dépose une vérité, puisque le terme de désenfanter est celui d'une patiente que j'ai suivie, avec son accord. Voilà, je l'ai transmis à d'autres s'en sont saisis, et puis ça a donné lieu à un texte, et puis ça a donné lieu souvent aujourd'hui à un dialogue et à une tentative de reprise en main par rapport à cette question, parce que le deuil de l'enfant, indépendamment d'être un immense objet littéraire, c'est le tombeau d'Anatole chez Mallarmé, c'est Emerson, c'est Hugo, c'est une réalité très concrète, très difficile. Et voilà, donc leur dire, tous ceux qui traversent ça, nous sommes avec vous, parce que c'est quelque chose qui est en nous. Je crois que chacun d'entre nous peut le craindre. Cynthia Fleury, donc ce texte est adjoint à la fin du tract de Gallimard, qui s'appelle « Le soin est un humanisme ». On n'a pas le temps d'aborder le sujet de Greta Thunberg, qui renvoyait un peu à un précédent ouvrage vous avez publié en 2010 chez Fayard, qui s'appelle « La fin du courage, la reconquête d'une vertu démocratique ». Greta Thunberg est-elle une héroïne? Je ne sais pas si en 30 secondes on peut y répondre. Non, mais c'est intéressant, parce que ça fait le lien aussi avec le soin, puisque c'est une Aspi, c'est une Asperger, et donc c'est assez drôle aussi. Et on a ce grand mouvement aussi, vous savez, chez les patients, de révélation de leur pathologie, entre guillemets, pour essayer de montrer que on défend aujourd'hui ce qu'on appelle la neurodiversité, et donc de ne pas mettre les Asperger du côté simplement de la pathologie. Donc il y a déjà ça chez elle, et moi je trouve que non, il est très important qu'elle retourne à l'école, bien sûr, pour faire écho à ce qu'il avait dit, mais l'engagement, c'est une immense école, et l'engagement existentiel et politique, c'est sans doute une des premières grandes écoles, donc c'est bien. Cynthia Fleury avec nous. Eh bien, c'est l'heure de Frédéric Fromet, et c'est pas n'importe qui va l'accompagner. Frédéric aime l'idée de se complexifier la vie. Et cette semaine, il a demandé à Charline si elle voulait bien interpréter la chanson du vendredi avec lui. Est-ce l'inconscience, est-ce la folie, est-ce la fin de saison? Elle a dit oui. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous à deux nous chanter? Eh bien voilà, à la veille de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, j'ai invité Charline à chanter avec moi, car bien entendu, nous avons de très beaux organes. Regarde, c'est un cadavre, mate les organes, c'est comme un rêve. J'aperçois un cœur, un poumon, quel bonheur, qu'on les prélève. Besoin d'un rein, envie d'un foie, j'ai le pancréas qui déconne. J'aime tes viscères, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin d'un rein, envie d'un foie, petit macabre, il faut que tu donnes. Toi qui es mort, ton corps te fait une belle jambe. Besoin d'un rein, envie d'un foie, en bon état. J'aime que tu me transmettes un bout de squelette, même si t'es des flics. J'aime que tu me lègues un bout de cervelle. Ah non, tu es flic. Besoin d'un rein, envie d'un foie, mais je préfère que tu m'abandonnes. Si ton foie provient du Nord ou bien de Bretagne, besoin d'un rein,
mais je préfère que tu m'abandonnes. Si tu t'appelles par exemple Gérard Depardieu, besoin d'un vin, envie d'un foie, tu es con si tu t'en tamponnes. Pour nous chanteurs, ce n'est pas le même malheur. Besoin de rien, envie de quoi? Envie d'une voix. Eh oui, c'est aussi ça la fête de la musique. C'est donner sa chance à tout le monde. Félicitations Charline, vraiment. Merci Alors beaucoup. là, les demandes Frédéric vont Fromet. tomber pour cet album. Frédéric, où est-ce qu'on joue ce week-end? Non, Vous jouez pas? Ah, bah, c'est peut-être pas un hasard. Hein. Vous lui portez la poisse à ce Pour pauvre une fois garçon. que je peux faire la première partie, je joue nulle part. Couillon. Merci Frédéric Fromet. Et oui, ce soir c'est la fête de la musique. N'oubliez pas, ce soir sur France Inter, des concerts en direct de l'Olympia. Avec des chanteurs cette Eh fois-ci. oui. Merci beaucoup Cynthia Fleury, on était ravis de vous accueillir et nos auditeurs aussi étaient sans doute aux anges de vous entendre. Je rappelle le tract chez Gallimard, Le soin est un humanisme qu'on vous recommande chaudement. Ça coûte 3,90 €, ça se lit partout, ça se garde, c'est très très beau et Juliette Arnaud vous le recommande également. Merci les amis, merci à toute l'équipe, également l'équipe TGV de Par Jupiter. Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Nathalie Romero à la préparation des Rosés Frères, Ramzi Assadi et Dédé Ferré à la préparation de l'équipe Vin Blanc, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation de l'apéro et à la technique des Crackers et du saucisson, Kevin Pelot, Nicolas Cazot. Merci à tous. C'est la fin de l'émission. On va laisser le mot de la fin à Nicolas Sarkozy. La vie, ce ne sont que des épreuves. Et le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée, il est dans l'épreuve surmontée. Ça grimpe.